Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'érable en bref. Dernièrement, dans la région de la MRC de l'érable, différentes organisations de lutte sociale ont fait des manifestations pour proclamer la revendication des personnes en situation de pauvreté. Au niveau du Québec, on parle d'un avant et d'un après Covid, puisque après cette pandémie, le taux de familles en pauvreté et vivant avec de très faibles revenus ont augmenté. Selon les chiffres révélés par la Banque des données des statistiques officielles sur le Québec, on parle de 7,2% des familles du centre du Québec en situation de pauvreté en 2022 et de 6,5% des familles en situation de pauvreté ici, dans la MRC de l'érable. À l'échelle du Québec, ce taux s'élève à 8%. Aujourd'hui, nous parlerons de ces sujets avec Vanessa Gamboa, agente de lutte sociale de l'organisation AGEPA, une organisation de la région qui a dirigé les manifestations contre la pauvreté, mais qui a également été la voix pour que cette situation soit connue et abordée par les gouvernements en place. Bienvenue. Donc, mon point à moi, c'est surtout sur les gains d'emploi, parce que à la base, le ministre, la ministre, avec son plan, pour le projet de loi 71, souhaitait ramener au travail 50 000 personnes. Donc, il faut savoir qu'un gain d'emploi à l'aide sociale, le gain permis sans exclusion sur le montant de la prestation est de 200 $. Maintenant, cette mesure-là n'a pas été revue depuis 1999. Donc, on comprend que le ratio montant-gain d'emploi en 2024, c'est un peu irréaliste. Mettons qu'un calcul, pour faire un ratio, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est un peu moi qui l'ai fait un peu comme ça devrait donner à peu près 335 $, mettons, d'exclusion au lieu du 200. Bon, maintenant, dans la réforme, les groupes comme nous se sont battus pour que les gains d'emploi soient augmentés. Et puis, ce qui a été attribué, c'est un 10% du montant supplémentaire aux 200. Autrement dit, je gagne 300 $. Et puis, je garde mon 200, il en reste 100, il me donne un 10, il garde 90 qui vont couper sur ma prestation. Alors, est-ce que c'est réaliste de me motiver à aller à l'emploi si je dois donner 90% de mon salaire? Taxé à 90%. Mais ça touche à qui? Ça touche présentement à environ 2,3% des familles. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire pour accompagner quelqu'un vers le retour à l'emploi, de lui faire vivre des réussites et aussi d'avoir un accompagnement qui est humain, qui est à la hauteur de ses capacités. Puis oui, les gens sont capables de se prendre en main, mais c'est pas vrai que quand tu es décroché du système ou que tu vis des situations difficiles, particulières, tu es mère monoparentale, tu n'as pas de pension alimentaire, c'est difficile de trouver du travail, ou si tu n'as pas de garderie, qu'est-ce que tu fais? Tu dois rester à la maison. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont un peu pénalisés, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils n'ont pas le soutien nécessaire pour le faire. La CEP des Bois-Francs dénonce ce 4e plan de lutte gouvernementale, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du gouvernement. Selon nous, ce plan d'action est un échec parce qu'il ne permet pas aux gens de se sortir de la pauvreté. Aucune mesure ne permet aux personnes d'augmenter leurs revenus de manière substantielle. Et pourtant, la première cause de la pauvreté, c'est le manque d'argent. Pour la CEP des Bois-Francs, la lutte à la pauvreté passe par une meilleure distribution de la richesse afin que chaque personne puisse répondre à tous ses besoins essentiels. Une meilleure distribution de la richesse permet d'avoir une population en santé, physiquement et psychologiquement. Une meilleure distribution de la richesse permettra à chaque personne d'assumer ses divers rôles, qu'il soit celui de parents, d'amis, d'étudiants, de travailleurs, de bénévoles, de citoyens, puisqu'il ne sera plus en mode survie. Pour qu'il y ait une meilleure distribution de la richesse, nous demandons au gouvernement de mettre en place un revenu de base garanti décent pour tous et d'augmenter le nombre de paliers d'imposition. Ces deux mesures permettraient d'atteindre l'objectif d'une meilleure distribution de la richesse tout en sauvant beaucoup d'argent, dû à la simplicité de la gestion de ces mesures ainsi que par la diminution des diverses problématiques engendrées par la pauvreté. Nous tenons à rappeler au gouvernement qu'une société plus juste est une société plus riche. Si ce n'est pas déjà fait et que vous appuyez nos revendications, soit
celle d'augmenter les gains d'emploi des prestataires de l'aide de dernier recours, offrir un revenu de base garanti décent pour tous et d'augmenter le nombre de paliers d'imposition. Nous vous invitons à remplir le billet vert et de nous le remettre. Nous allons pouvoir tous les donner à notre député. Merci. Vanessa, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Sylvana, de m'avoir invité à venir aujourd'hui. Vanessa, bon, on sait que ça fait pas beaucoup de temps que tu es au Québec. Racontez-nous avant de commencer un peu sur votre travail et aussi ça fait combien de temps que tu es ici au Québec? Ça fait 12 ans exactement que je suis au Québec. Je suis arrivée le 23 octobre en 2022. Et mon parcours était... J'ai commencé à travailler comme femme de ménage dans un hôtel à San Ferdinand, mais en même temps, j'ai fait la francisation, j'ai amélioré mon français et j'ai eu chance après de justement appliquer mes connaissances et mes expériences de ce que j'ai fait au Mexique, aujourd'hui ici au Québec. Génial, parce que, bon, ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler dans l'organisation AGEPA? Ça fait 6 mois. J'ai commencé en mars 2024. Je suis toute nouvelle, mais c'était quand même une expérience vraiment excellente pour moi pour commencer à travailler dans les milieux et dans les domaines dans lesquels j'étais au Mexique pendant plus de 15 ans. Et quel est ton travail, Vanessa? Qu'est-ce que tu fais dans l'AGEPA? Mon poste s'appelle agent de lutte sociale et un des volets plus importants que je gère qui fait partie de mes activités et de mes tâches, c'est la lutte à la pauvreté. Et il y a un collectif qui c'est le collectif de lutte à la pauvreté du centre du Québec qui est chapeauté par l'AGEPA et donc c'est moi la responsable de gérer cette collectif. D'accord. Bon, on va commencer à parler sur l'AGEPA. Qu'est-ce que signifie justement l'AGEPA et quelle est la mission de cet organisme? Oui, l'AGEPA, ça veut dire Association des groupes d'éducation populaire autonome du centre du Québec. Et c'est un regroupement des organismes communautaires qui partagent des pratiques d'éducation populaire autonome. Et l'AGEPA a été incorporée en 1987. Et notre objectif premier est de travailler à la transformation sociale dans une perspective de justice sociale. Et les moyens privilégiés qu'on utilise pour faire ça, c'est l'éducation populaire autonome. La lutte, comme je te dis, la lutte contre la pauvreté est une des principaux volets du travail de l'AGEPA. Et donc, on chapeaute un collectif régional qui a à peu près une trentaine de membres qui s'appelle les collectifs de lutte contre la pauvreté du centre du Québec. D'accord. Et quelle est la région ciblée? Dans quelle région vous travaillez? On travaille dans tous les MRC du centre du Québec. Donc, les MRC de l'Érable, les MRC d'Arthabasca, les MRC de Drummond, et les MRC de Bécancour et les MRC de Nicolette-Jamaisca. D'accord. Et comment est-ce que les organisations qui sont regroupées justement pour lutter contre la pauvreté agissent ici dans la région? Comment est-ce que vous travaillez? Par exemple, on échange sur les enjeux et dossiers en lien avec la pauvreté, l'appauvrissement et les inégalités sociales. On sensibilise la population à la réalité vécue des personnes en situation de pauvreté et que les personnes en situation de pauvreté soient aussi associées au processus qui les concerne. Donc, c'est que les personnes en situation de pauvreté participent dans ce processus-là. Et aussi, on engage les gouvernements, on cherche à engager les gouvernements à combattre la pauvreté avec des mesures qui sont structurantes. Ça veut dire qu'ils vont lutter contre les causes de la pauvreté. Alors, oui, parce que ça fait les mois de septembre, octobre, plusieurs organisations, aussi l'AGEPA, on fait des manifestations, on parlait de pauvreté, Vanessa, mais on veut savoir la définition en première. Bon, quelle est la pauvreté et qui sont les personnes en situation de pauvreté?
Selon la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et dans l'article 2, il y a une définition ample de la pauvreté. Et c'est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaire pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société. Cette définition, c'est importante parce qu'elle est aussi associée à les dimensions sociales de la pauvreté. Ça veut dire que ce n'est pas juste une situation économique, mais c'est aussi une situation avec plusieurs d'autres dimensions, entre eux la dimension sociale. Aussi, quand on parle de pauvreté, on parle souvent d'exclusion sociale. C'est-à-dire que les personnes en situation de pauvreté, pour différentes raisons, et se trouvent souvent dans une situation d'isolement social. Et quand l'exclusion sociale et la pauvreté se conjuguent, elles peuvent se renforcer mutuellement et au cours du temps. Ça peut se traduire notamment par des possibilités limitées pour les personnes et de leur famille, de leur communauté, de se maintenir et d'avoir une autonomie au niveau économique, et leur identité sociale est aussi affectée, leur santé, leur éducation, et ces conséquences peuvent beaucoup compliquer en même temps la sortie de la pauvreté des gens qui vivent en pauvreté et en exclusion sociale. Mais les mécanismes d'exclusion sociale peuvent être corrigés par une action collective et par des mesures du gouvernement. Oui, bien sûr, c'est l'idée de trouver justement comme des solutions. Mais selon la GEPA, est-ce que selon les études, selon aussi l'expérience, quels sont les chiffres qu'on peut connaître sur la pauvreté au centre du Québec de cette situation de pauvreté? Et dans le cas du Centre du Québec, en 2022, selon les dernières données disponibles dans la Banque des données des statistiques officielles sur le Québec, on parle d'un 7,2% des familles du Centre du Québec et, par exemple, dans l'érable, on parle d'un 6,5% de la population qui vit dans cette situation. Et à l'échelle du Québec, cette taux est un peu plus élevé, on parle de 8% des personnes qui vivent en situation de pauvreté. Si on parle du nombre de la population du centre du Québec qui vivent en situation de pauvreté ou en situation de faible revenu, oui. On va retourner à ça après, et on parle de 13 860 personnes et selon les données officielles. Bon, mais toi, Vanessa, tu parles d'une personne en situation de pauvreté, mais aussi d'une personne de faible revenu. Quelle est la différence? Et, dans le fond, ça s'utilise souvent comme synonyme. Et ça, c'est en lien avec la façon de mesurer la pauvreté. Et le gouvernement utilise principalement 2 indicateurs pour déterminer le nombre de personnes ou de familles vivant en situation de pauvreté dans une région, notamment la mesure du panier de consommation, ça c'est une des principales, et la mesure du faible revenu. Quand on parle des chiffres ou des données qui ont été calculées selon la mesure du faible revenu, on parle des personnes à faible revenu. Mais s'utilise beaucoup comme un synonyme de personnes en pauvreté. Et la mesure du faible revenu, ça veut dire que une personne ou une famille n'arrive pas à avoir le revenu moyen qui par rapport au reste des familles d'une région donnée. Et quand on parle de faible revenu, de personnes en situation de pauvreté, de combien d'argent on parle ou de revenus par foyer, on parle si une personne ou si une famille est en situation de pauvreté? Si on parle de la mesure de panier de consommation, cette mesure, c'est le minimum pour procurer un panier de biens essentiels comme
la nourriture, pour des autres besoins de base, les logements, l'habillement, les transports. Ça, c'est le minimum. Ici, l'Observatoire des inégalités du Québec parle d'un montant par personne de 20 500 $ et par famille autour de 41 000 $ par année. En bas de ça, on peut dire que les gens vivent vraiment en situation de pauvreté où ils n'arrivent pas à avoir même leurs besoins de base comblés financièrement. Quand on parle de la mesure du faible revenu, de laquelle je te parlais tantôt, on parle de 23 000 $ et 46 000 $ pour une famille. On parle de 23 000 $ pour une personne seule et 46 000 $ pour une famille. Ce sont des chiffres de l'année 2023 ou de l'année 2024. Ce sont des chiffres de l'année 2023 selon l'Observatoire des inégalités du Québec. Et est-ce qu'on peut connaître un peu, on peut savoir quelles sont les raisons pour lesquelles une personne peut être dans une situation de pauvreté? Est-ce que ce sont les maladies? Est-ce que sont peut-être que la personne n'a pas des études, n'est pas professionnelle? Est-ce qu'on peut savoir les raisons? Oui. Pour ça, je vais citer une étude que j'ai trouvée vraiment intéressante dans un domaine qui m'est familial, que c'est la sécurité alimentaire. Et l'étude s'appelle Parcours. Il a été fait en 2019. Et cette étude souligne que la demande d'aide alimentaire est souvent la partie visible d'une multitude de difficultés auxquelles les usagers font face. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent à faible revenu, en situation de pauvreté, qui utilisent l'aide alimentaire comme le dernier recours pour se nourrir ou pour nourrir ses familles. Puis ça nous donne une idée de c'est qui les personnes qui vont à cette recours-là. Plus de 80% des personnes qui demandent l'aide alimentaire vivent en situation d'insécurité alimentaire et 600% de ces personnes sont des femmes. 76 vivent dans une grande précarité économique avec un revenu inférieur à 20 000 $ par année et où ils sont trouvés aussi qu'ils sont en moins bonne santé mentale et physique que la population générale. Ils sont trouvés 5 situations de vulnérabilité parmi les utilisateurs de services d'aide alimentaire. Ça met en évidence, c'est-à-dire que les individus qui tournent vers l'aide alimentaire ne font pas un groupe homogène de personnes. Une caractéristique importante de la pauvreté au Québec, c'est que c'est hétérogène. On peut trouver plusieurs groupes de population qui sont frappés pour la pauvreté. Oui, il n'y a pas un déclencheur, il n'y a pas une raison principale pour que la personne tombe en pauvreté. C'est seulement de différentes situations. Oui, justement. Et quand on parle des groupes qui sont plus frappés pour la pauvreté, on peut parler de la pauvreté liée à l'immigration, dont les individus, et quand ils arrivent dans un nouveau pays, ça c'est un événement perturbateur important de leur stabilité et aussi la méconnaissance du pays et les prix des opportunités. Et la pauvreté liée à un problème de santé physique ou mentale parce qu'il y a de nombreuses conséquences et d'événements perturbateurs et subséquents à leurs problèmes de santé. Et la pauvreté aussi liée au statut des femmes. Par exemple, il y a certaines femmes, leur rôle de mère les empêche d'accumuler des capacités financières et des études dans la vie. Et il existe une dépendance financière au conjoint et ça les rend plus vulnérables. Et quand il y a une perte d'emploi du conjoint ou une séparation, ça bascule la capacité des femmes
pour répondre à les besoins de base de la famille. Et aussi, ça peut être lié à une pauvreté intergénérationnelle. Et être né dans une famille, dans une situation de pauvreté, peut aussi faire que la génération suivante se trouve en situation de pauvreté quand ça ne s'est pas abordé d'une façon sensible. Et les personnes qui viennent d'un parcours laborieux, souvent depuis la naissance, ne peuvent pas développer différentes capacités pour un potentiel plein. Et on parle de cycles de la pauvreté dans ces cas. Et lié à l'âge, les personnes avec un parcours de vie qui n'a pas permis d'accumuler un capital financier pour les protéger à un âge plus avancé. Une conclusion importante de cette étude sur l'insécurité alimentaire, c'est que les gens qui sont de nouveaux utilisateurs du service de sécurité alimentaire ont un facteur commun, et ça, c'est qu'ils sont vivants dans un ménage à très faible revenu. Et cette situation, c'est une des choses qu'on revendique le plus souvent dans nos actions de lutte contre la pauvreté au centre du Québec. Justement, garantir un revenu de base décent pour toute la population. Vanessa, une fois que vous référez l'organisation qui peut aider les personnes, comment est-ce que les autres organisations agissent avec les personnes? Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce qu'il y a des aides économiques? Est-ce que l'organisation les donne de l'épicerie? Justement, quelle est la façon de réagir une fois que la personne reçoit une personne en situation de pauvreté? Oui, comme je te dis, les milieux communautaires, c'est vraiment varié. Il y a des organismes avec plusieurs missions qui travaillent directement en lien avec l'enjeu de la pauvreté. Il y a par exemple la sécurité alimentaire, et donc les banques alimentaires, comme ORAP, ici par exemple, et où ils donnent directement de la nourriture aux gens en situation de besoins alimentaires qui leur approchent. Et il y a des organismes qui travaillent dans la défense collective des droits des personnes en situation de pauvreté. Par exemple, la CEF, des Bois-Francs érables, eux, ils travaillent directement avec les différents secteurs de la population qui sont des consommateurs de différents services. Et eux, ils les dirigent vers des services plus abordables. Ils les enseignent à faire un budget, par exemple. Et en même temps, cet organisme, quand on fait une action en commun, une action collective, où il participe dans cette démarche, dans l'organisation des actions collectives et revendique publiquement sur plusieurs demandes qui ont fait au gouvernement pour régler les problèmes de la pauvreté. D'accord, alors il y a des différentes organisations aussi, des logements, des droits humains, différentes organisations qui peuvent aider la personne selon son situation. Oui, bien sûr, il y a des organismes différents pour aider les gens en situation de pauvreté selon leurs besoins. D'accord. Justement, vous venez de faire une manifestation ici, proche de la MRC de l'Érable, MRC d'Arthabasca, Victoriaville. Raconte-nous un peu comment s'est passée justement la manifestation ce jour-là et quelles étaient les revendications principales que vous avez faites. L'événement a eu lieu le 17 septembre pour souligner la Journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Et l'événement a été organisé pour le règlement de sans-emploi à Victoriaville, et la CEF de Bois-Francs et la GEPA. Et le député Éric Lafèvre a été présent également et a pris la parole pendant cet événement. C'était un rassemblement où on a fait des revendications par rapport du 4e plan de lutte gouvernementale contre la pauvreté. Et les 3 principales revendications qu'on a fait dans cet événement-là, c'était d'augmenter les gains d'emploi
des prestataires de l'aide sociale de dernier recours, mettre en place un revenu de base garanti pour tous et augmenter le nombre de paliers d'imposition afin d'assurer une meilleure distribution de la richesse. On était plus d'une cinquantaine de personnes. Il y avait des organismes de tous les centres du Québec, même de l'érable, qui ont été présentes. Il y avait aussi des personnes en situation de pauvreté qui sont proches des organismes qui ont participé à l'événement. On voulait aussi rappeler qu'il y a presque 20 ans, à la suite d'une mobilisation sociale, citoyenne et politique historique, le Québec s'est doté d'une loi 4 pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est-à-dire la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et cette loi a pour mandat fondamental la réalisation d'actions pour combattre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et leurs familles, pour contrer l'exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. Et on ne voit pas que les plans du gouvernement pour lutter contre la pauvreté va dans cette direction. On voit que les plans de lutte contre la pauvreté du gouvernement offrent très peu de nouvelles mesures pour combattre la pauvreté et aucune mesure structurante, c'est-à-dire s'attaquer aux causes de la pauvreté. Et c'était ça aussi qu'on a revendiqué ce jour-là. On a donné aux députés un gros chèque de $0 pour lutter contre la pauvreté et plus de 200 billets de type Monopoly aussi, de $0 pour justement sensibiliser à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Il s'engageait à apporter ça à la ministre de la Solidarité à l'Assemblée nationale. Et quand on parle d'élimination de la pauvreté, moi, la première chose que je pense, c'est l'humain. L'humain derrière cette pauvreté-là. L'humain derrière les épreuves, les défis du quotidien, qui sont des besoins de base, de manger, de se loger, de se vêtir à un hiver qui est à nos portes. Et pour les gens qui me connaissent bien, je pense que vous savez que je suis là pour être vos yeux, votre voix et vos oreilles à l'Assemblée nationale depuis bientôt 8 ans. Et ce que j'entendais tantôt, Joël, ce que vous m'avez dit, je peux vous dire que je vais m'assurer de transmettre vos revendications à Chantal Rouleau, la ministre, pour justement, puis moi, ce que j'aime dans ça, c'est qu'on arrive avec des pistes de solutions. Des pistes de solutions qui peuvent être réelles également. On n'arrive pas à une demande d'augmenter de 80 %. Tantôt, tu me parlais de 20 %. On arrive avec des mesures qui peuvent être réalistes et que je vais apporter au gouvernement. Quelles sont les prochaines activités, les prochaines manifestations? Je ne sais pas s'il va y avoir de la GEPA, justement pour continuer à faire connaître la situation des personnes en pauvreté ici au Québec. Oui, justement, le 12 novembre, on va avoir une concertation avec les organismes de tous les centres du Québec pour relancer les collectifs régionaux de lutte contre la pauvreté, pour définir les actions qui viennent au futur de cette collectif-là. Et le 20 février, on va faire aussi un événement, on ne sait pas encore où, dans la journée de la justice sociale par rapport à la lutte contre la pauvreté. Vanessa, et pour terminer, où est-ce que les gens peuvent trouver l'information de la GEPA et peut-être s'ils sont aussi dans une situation difficile, ils veulent avoir plus d'informations sur les différents organismes qui travaillent pour améliorer la situation des personnes en pauvreté? Oui, mais on est sur les réseaux sociaux, on a notre page Facebook, et on est facilement joignable par Facebook. Aussi, on a notre site web où les gens peuvent trouver notre téléphone et notre coordonnées pour nous approcher.
Ok, Vanessa, bon, merci beaucoup pour toute l'information que tu as donnée aujourd'hui. C'est d'une grosse importance pour la population. Et bon, on va continuer à suivre les différentes manifestations, les différentes activités que l'organisation fait justement pour combattre la pauvreté ici dans la MRC de l'Érable et au centre du Québec. Merci beaucoup à toi, Sylvana, pour m'avoir invité aujourd'hui à te parler de ce sujet.